Explore notre culture dans Double Jeu avec Varilux, verre progressif. Double Jeu au Brésil, c'était un vieux rêve. Avec l'année du Brésil en France, le moment est donc arrivé. Mais où? Dans quelle ville? Si Brasilia est la capitale politique du pays, Rio de Janeiro sa capitale carnavalesque et touristique, São Paulo est sa capitale industrielle, financière et surtout culturelle. Et c'est là, m'a-t-on dit, que je rencontrerai le plus de Brésiliens francophones. Double Jeu, émission spéciale à São Paulo. Soyez les bienvenus. Só danço samba, vai, 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 vai. Só danço samba, vai. Só danço samba, vai, 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 vai. Só danço samba, vai. Já dancei o twist até demais, mas não sei, me cansei do calypso ao tchá-tchá-tchá. Só danço samba, vai, 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 vai. Só danço samba. En 1870, São Paulo comptait seulement 25 000 habitants. Aujourd'hui, c'est une mégapole de plus de 18 millions d'habitants. On ne sait trop quand on y entre et on ne sait jamais quand on en sort. Ses centres sont nombreux et changent au fil du temps. C'est une ville gigogne qui bouge sans cesse, qui se détruit et se reconstruit, dont la mutation est perpétuelle. La cinéaste Laïs Bodansky dit ceci: São Paulo entretient une relation névrotique avec ses habitants. Entre eux, ils critiquent tout le temps la ville, ce monstre, ce bordel. Mais dès qu'un étranger ose le faire, alors là, on la défend bec et ongles. À São Paulo, il y a beaucoup de quartiers chics, beaucoup de quartiers populaires et beaucoup de favelas. Il y a des quartiers japonais, italiens, arabes, juifs, grecs. Pas de quartier français, mais 12, je dis bien 12 alliances françaises particulièrement dynamiques. Et on se souvient ici avec reconnaissance et avec admiration de Claude Lévi-Strauss qui a participé à la création de l'université de São Paulo. Qui a écrit ceci? J'adore cette ville. Saint-Paul est selon mon cœur. Ici, nulle tradition, aucun préjugé, ni ancien ni moderne. Seul compte cet appétit furieux, cette confiance absolue, cet optimisme, cette audace, ce travail, ce labeur, cette spéculation qui font construire 10 maisons par heure de tout style, ridicule, grotesque, beau, grand, petit, nord, sud, égyptien, yankee, cubiste. Signé Blaise Cendrars. J'arrive à l'aéroport de São Paulo et qu'est-ce que j'apprends? J'apprends que Rai, le célèbre joueur de football du Paris Saint-Germain des années fastes, eh bien, prend l'avion pour Paris. Alors évidemment, je vais essayer de le trouver parce que c'est un homme que j'admire beaucoup. Grande élégance physique et grande élégance morale. Je cours chercher Rai. Oui, alors. Bienvenue. Bah oui, oui, mais alors au moment où j'arrive à São Paulo, vous partez pour Paris. Oui. Quelle drôle d'idée. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que vous allez faire à Paris? Moi, il y a un tournoi qu'on organise là-bas pour l'association ici au Brésil, pour le travail qu'on fait avec les enfants ici au Brésil. Ah oui, d'accord. Alors, vous avez créé ici à São Paulo une fondation que vous animez, que vous financez en grande partie. Alors, quel est le but de cette fondation? Le but, c'est de prouver qu'à travers des activités éducatives, on peut transformer les gens qui, après, peuvent transformer son quartier. Être le protagoniste d'une transformation sociale. Oui, mais ça s'adresse aux jeunes. Des jeunes. Pas des jeunes. Pardon? Ils ont quel âge? Ils commencent à 7 ans. Et 7 ans, et on va jusqu'à 21 ans. C'est-à-dire que vous considérez que tout garçon, toute fille a un talent, a un don, et il faut le repérer. Il faut le repérer, exactement. Il faut donner l'opportunité qu'ils peuvent le repérer, donner l'opportunité de savoir, de sentir qu'ils ont de découvrir ces pouvoirs-là de eux. Alors vous les encouragez, pas seulement mais dans la culture, dans les arts, dans Ils font des activités. Il y a le théâtre, la musique, l'informatique, la danse, l'art plastique et surtout la littérature. Nous, on a construit une bibliothèque et d'ailleurs, j'y pensais beaucoup. Je rappelle le temps que j'étais là-bas, que vous admirez beaucoup. Et on a construit une bibliothèque dans un lieu où il n'y a pas une bibliothèque à 10 km près. Et là, il y a eu déjà, depuis 6 ans, il y a eu une transformation, un changement de la culture littéraire dans le quartier. Et je suis très fier de ça.
Et ça démontre que c'est juste une opportunité, les gens s'encouragent là-dessus. Alors à Paris, vous êtes en France, vous êtes populaire parce que vous étiez un grand joueur de football. Ici, vous êtes populaire en partie parce que justement vous avez cette action assez remarquable envers des jeunes gens défavorisés. On essaie de profiter aussi de notre notoriété pour défendre la cause dans un sens plus large. Alors dernière question, ici on vous appelle Raï. À Paris c'est Raï. Vous n'avez pas l'impression de changer de personnalité en passant d'un pays à l'autre? Ouais, j'ai essayé dans la première année en France que les gens puissent prononcer de cette façon-là. Et c'est remarquable la façon qu'ils vont le faire, mais c'était impossible. Bon voyage. Merci bon beaucoup. Voyage. Bon voyage. Avec plaisir. Beaucoup d'immeubles de São Paulo portent un nom célèbre. Celui-ci s'appelle Saint-Simon. Et c'est là qu'habite un grand comédien brésilien, un homme plein d'humour, M. Paulo Autran, 82 ans, qu'on aura la chance d'applaudir à Paris, au théâtre, à la fin de l'année. Autran, cela sonne comme un nom français. C'est un nom français. Ah. Mes aïeuls sont venus à la fin du siècle XVII et d'une petite ville près de Grenoble, qui s'appelle Autran. Ah. Et où avez-vous appris le français? Pour être franc, je n'ai pas appris le français. Au commencement de mes études, les 4 premières années, j'avais en professeur une femme de français qui était très intéressante, très sympathique, et elle disait qu'il y avait une différence entre la prononciation de la termination IN, le AN, le EN, le AIN, le EIN. Et ça toujours m'a... Mais c'est une différence si subtile, n'est-ce pas? Presque il n'existe pas. Alors quand je suis venu en Europe, j'ai joué un film avec Henri Serre. Je lui ai demandé ça, il a ri. Mais non, c'est tout la même chose. Et tout est un. Dès ce moment-là, j'étais fasciné par la langue française. J'ai commencé à lire en français. Et maintenant, je parle avec un peu d'accent. Je ne parle pas bien le français, mais j'aime la langue. Et vous continuez de lire le français? Vous avez lu en français beaucoup d'écrivains? Oui, j'aime le français. Oui. Et alors, j'aime les auteurs français. J'ai joué beaucoup de pièces françaises. J'ai introduit au Brésil le théâtre de Sartre. J'ai joué Huis clos, j'ai joué Mort sans sépulture. De Molière, j'ai joué Le bourgeois gentilhomme, Les femmes savantes. J'étais le maître de la maison dans Les femmes savantes. Et Tartuffe. J'ai adoré faire le Tartuffe. Un très bon caractère, Tartuffe, n'est-ce pas? Mais récemment, vous avez traduit Éric Emmanuel Schmitt. Oui, les variations énigmatiques. J'ai traduit et j'ai joué le rôle de Alain Delon. Imaginez, avec ce visage. Il y a combien d'années? Avec mon âge, j'ai joué le rôle d'Alain Delon. Mais ça a été un grand succès. Non seulement vous avez joué beaucoup au théâtre, vous êtes un grand acteur, vous avez joué beaucoup de Shakespeare. Oui, j'ai joué 5 Shakespeare. 5 Shakespeare. J'ai commencé par Othello, après Macbeth, Coriolan, La Tempête, j'ai joué Prospero, et la dernière était Le Roi Léar. Mais est-ce que vous avez aussi essayé de traduire Shakespeare? J'ai traduit. J'ai commis cette osadie totale. Et j'ai adoré. Oui. Parce que quand j'ai traduit Shakespeare, j'avais beaucoup de traductions dans d'autres langues. J'avais une traduction française, une espagnole, une italienne. Alors quand j'avais quelques doutes, je voyais comment les autres avaient traduit ça. Parce que les mots sont dans les dictionnaires, mais les expressions
de Shakespeare, du temps de Shakespeare, parfois on ne rencontre pas où ça signifie. Oui. Alors il faut Oui. voir comme les autres ont fait. Alors, vous êtes ici très très connu, vous êtes un grand acteur de théâtre, un grand acteur de cinéma, mais vous n'avez pas hésité aussi à jouer pour la télévision. Oui, je croyais que la télévision était un facteur d'aliénation du public et ça ne m'intéressait pas. Mais alors, tous mes amis du Parti communiste, je n'ai jamais été communiste, mais j'avais beaucoup d'amis communistes, j'ai encore. Et ils allaient tous travailler à la Globe, qui est la télévision plus connue du Brésil. Alors je dis, mais pourquoi pas moi? Alors j'ai fait un feuilleton, qui a été un gros succès aussi. Mais alors, si vous avez eu tellement de succès avec la télévision, ça a dû changer votre popularité ici au Brésil. Oui, c'est vrai. Et jusqu'à aujourd'hui, je me demande qu'est-ce que je fais avec la popularité. Quand je ne jouais pas dans la télévision, parfois une personne dans la rue, dans un restaurant, me regardait, me reconnaissait, arrivait près de moi, très gentil, c'est un honneur de vous connaître, prenez mes mains, je vais dire à ma femme ou à mon mari que je vous ai rencontré. Après la télévision, dans les rues, on fait alors, c'est le vieux Ce n'est pas très agréable. Oui, mais vous le racontez très bien. Vous savez, il est agréable quand on rentre dans un magasin et les gens sont gentils et vous attendent avec sont plus pressés de vous attendre. Mais dans les rues, c'est très désagréable, la popularité. Alors on est à une conversation parfois importante pour nous, et quelqu'un arrive et dit « Je ne veux pas déranger ». Mais c'est comme ça dans tout le monde, je sais. Oui. On m'a dit que vous avez été, pendant la dictature militaire, vous avez été un acteur extrêmement courageux. Courageux, héros, ça n'existe pas. Mais j'ai été obligé de faire des rencontres terribles. Mais je dis toujours que la victime principale a été le public en général, qui a été interdit d'être en contact avec des idées nouvelles, avec des choses d'art nouvelles. C'était impossible. Oui. Et le climat au Brésil était d'oppression, sans liberté. Et j'ai joué une pièce qui s'appelait « Liberté, liberté ». Et ça m'a donné beaucoup de complications. J'étais obligé, en chaque ville que j'allais, de faire tout le spectacle pour les militaires. Une chose. Alors, M. Paulo Autran, je crois qu'on va avoir le plaisir de vous voir et de vous entendre à la fin de l'année à Paris. Je crois que oui, j'ai été invité pour faire partie de spectacles qui vont à Paris de cette année, que c'est France-Brésil, Brésil-France. Et je vais jouer là un spectacle que je joue il y a déjà 15 ans, qui s'appelle Cadran. Cadran, le Cadran. Le Cadran. Oui. C'est un spectacle très varié, il y a beaucoup de choses drôles. Une partie, je vais faire en français, je vais oser ça, de faire en français. Je sais que mon accent, c'est affreux. Une partie en portugais avec des légendes. Est-ce que c'est pour vous une émotion particulière? Oui, j'adore. Je ne comprends pas d'aller en Europe sans aller à Paris. Parce que Paris, c'est la ville que j'aime plus dans le monde. Et pourquoi? Si je n'habitais pas ici, c'est ma terre, sont tous mes amis, j'adorerais habiter à Paris. Paris, c'est une belle ville, mon Dieu, la beauté de Paris, le charme de Paris. Eh bien, soyez le bienvenu. Monsieur Pedro Correa de Lago est l'actuel président de la Bibliothèque nationale du Brésil.
mais c'est surtout un historien, un bibliophile, un collectionneur d'autographes qui aurait, paraît-il, commencé sa fabuleuse collection grâce à François Truffaut. On sent chez vous une intimité très ancienne avec la langue et la littérature française. Effectivement, elle date du moment où mon père a été nommé à Genève, et j'avais 7 ans. Diplomate? Alors, diplomate, oui, il était ambassadeur auprès des Nations Unies. Et bon, j'avais 7 ans, on m'a mis dans une école française, je parlais l'espagnol, on venait du Venezuela, j'avais appris à lire en espagnol, et j'ai complètement oublié l'espagnol, et j'ai appris le français, et j'ai continué à le cultiver depuis. Et quelle a été votre profession? J'ai fait des études d'économie et j'ai fait même une maîtrise et je pensais travailler dans une banque. J'ai travaillé dans une banque et finalement, j'ai jamais imaginé que mon violon dingue pourrait m'indiquer une profession. Alors ce violon dingue, parlons-en. Bon, finalement, ça a commencé très jeune. Quand j'avais 11-12 ans, j'ai commencé à m'intéresser aux autographes. Bon, l'autographe, évidemment, c'est un mot qui peut vouloir dire beaucoup de choses, mais ça dépasse de beaucoup l'intérêt pour une simple signature, c'est-à-dire des lettres. Et plus le contenu est intéressant, plus ces lettres, évidemment, sont désirables. Et j'avais pas beaucoup, je demandais des autographes, enfin j'écrivais aux gens, alors j'arrivais du lycée, il y avait des lettres de Malraux, ou de Rubinstein, ou de Golda Meir, c'était assez amusant à l'époque. Mais d'où vient cette passion initiale pour quand même l'autographe, pour les signatures des gens célèbres, bien sûr? Non, mais je crois ce qui m'a vraiment encouragé, c'était quand j'étais tout petit, je sais pas, j'ai découvert un rouge-rouge chez mon père, où il y avait toutes les adresses, alors j'ai commencé à écrire aux gens, et ils ont commencé à répondre. En fait, au début, ça n'a pas marché. Tolkien, du Seigneur des Anneaux, la secrétaire a tout de suite dit non, on ne peut pas vous aider, etc. Il reçoit trop de demandes. Et Truffaut, qui était la deuxième personne à qui j'avais écrit, ne répondait pas après 2 mois. Je me suis dit, ça ne marchera jamais. Et j'ai reçu juste avant Noël un magnifique bouquin de l'enfant sauvage que je venais de voir, dédicacé par Truffaut. Et je dois à Truffaut peut-être d'avoir continué, parce que c'est lui qui gentiment... m'a mis sur la voie. Ensuite, j'ai découvert, bon, j'ai reçu des centaines de réponses à ces lettres, et ensuite j'ai découvert qu'il y avait un marché pour ça, et j'ai commencé à acheter très timidement. Alors vous avez acheté quoi au départ? J'ai acheté une lettre d'Adolphe Thiers, si vous voulez savoir. C'était l'anniversaire de la Commune en 70-71, j'avais 12-13 ans. Et bon, j'avais beaucoup entendu parler de Thiers, et les hommes politiques, c'est pas très cher. Oui, mais alors, vous avez publié un livre aux éditions de La Martinière, un très beau livre sur justement votre passion, avec voilà, des autographes particulièrement recherchés. Mais on a l'impression que vous êtes ouvert à tout ce qui était célèbre, parce qu'on y découvre aussi bien des autographes des reines d'Angleterre, des tsars de Russie, Raspoutine, mais aussi les grands musiciens, mais les grands écrivains français du 19e siècle. Mais c'est incroyable. C'est un livre qui est destiné à un public qui n'est pas du tout collectionneur, je veux dire, pour faire découvrir justement ce charme extraordinaire de l'autographe, c'est-à-dire combien une lettre avec un contenu savoureux peut vous ouvrir une petite fenêtre sur le passé, sur la vie. Vous avez l'impression d'entrer dans l'intimité de ces gens célèbres? Un petit peu, vous savez, c'est une certaine émotion. Si vous admirez Proust, et qui est mort bien avant ma naissance, si je tiens une lettre importante de lui, j'ai un quart d'heure congelé de la vie de Proust entre mes mains, je suis en train de... C'est un peu fétichiste, je suis en train de toucher le même papier qu'il a touché, mais finalement j'ai une petite tranche de la vie de Proust, comme si elle m'appartenait, vous voyez. Et bon, cette lettre, par exemple, que je possède, il résout un dilemme très important dans sa vie. Au moment où Gide le pressait de passer à la NRF, il écrit à Grasset pour lui dire qu'il continue chez lui. Donc, j'imagine un petit peu ce que ça lui a coûté et tout ça, et ça me donne une certaine émotion. Mais alors, vous êtes allé plus loin, parce que vous êtes devenu un historien. Vous avez publié beaucoup de livres qui racontent. Mais alors là, je dirais, vous avez une passion brésilienne de l'histoire. Tout à fait, tout à fait. À ce moment-là, évidemment... moi, je suis très lié à mon pays, je suis très fier d'être brésilien, je crois que j'ai eu beaucoup de chance de naître brésilien. Mais le fait d'avoir été élevé à l'étranger m'a toujours donné une notion très aiguë de l'image du Brésil à l'étranger, et un certain complexe aussi quand on est élevé à l'étranger, parce qu'on parle très peu du Brésil dans le Petit Larousse ou dans les livres d'histoire, etc. Et maintenant que notre culture commence à être reconnue pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle vaut, c'est quand même une culture extraordinaire, évidemment j'ai un énorme plaisir à la diffuser. Quand vous étiez élève dans les écoles françaises, qu'est-ce qu'on disait du Brésil ?
on me demandait s'il y avait des maisons au Brésil, pratiquement, si on habitait dans les arbres. Non, oh non, là vous Non, exagérez. pas du tout, pas du tout. C'est vrai? Pas du tout. Quand les gens me demandaient si la capitale était Buenos Aires, c'est qu'ils étaient particulièrement cultivés. Je veux dire, non, Ouais. l'ignorance était totale. Un homme aussi érudit que vous, brésilien, alors ça doit étonner encore plus. La France a toujours eu un poids culturel au Brésil gigantesque, je veux dire. Après la guerre, évidemment, c'est surtout les États-Unis et l'anglais qui ont pris la relève, mais avant, c'était vraiment, on se sentait, quand Anatole France est venu au Brésil, il n'en croyait pas ni ses yeux ni ses oreilles. Tout le monde parlait français, tout le monde, dans une certaine, évidemment, culture, etc., je veux dire. Mais est-ce que vous appartenez pas justement à la dernière génération de Brésiliens qui s'est beaucoup intéressée à la culture française? Je crois que ma génération ne s'intéresse plus du tout, malheureusement, ou très peu à la culture française. La génération de mon père, vous encore êtes beaucoup. Le dernier des Mohicans, là. Je ne sais pas. J'ai quelques collègues, mais j'ai eu cette circonstance personnelle qui m'a beaucoup rapproché de la France. Et là, maintenant, évidemment, Oui. c'est un peu ça. Alors, vos livres sur l'histoire, là, il en paraît un chez Gallimard sur le Brésil, sur les photographies qui racontent l'histoire du Brésil. En fait, c'est un livre qui est surtout dû à ma femme, Bia, et nous l'avons écrit ensemble, mais nous avons toujours fait des recherches sur la photo brésilienne du 19e. On connaît très bien la photo de la Chine, des voyageurs, les photographes voyageurs qui ont été en Chine, en Inde, au Japon, au Moyen-Orient, en Égypte. On a beaucoup diffusé tout ça, il y a beaucoup de livres, mais on connaît très peu les photographes qui sont venus au Brésil, qui sont tout aussi bons, sinon meilleurs que les grands photographes qui sont déjà très connus. Et alors, aujourd'hui, vous êtes le président de la Bibliothèque nationale du Brésil, oui, mais qui n'est pas à São Paulo, qui est à Rio. À Rio, exactement. Rio, comme vous le savez, est l'ancienne capitale. Et quand on a transféré il y a 40 ans la capitale à Brasilia, on ne pouvait pas transférer la Bibliothèque nationale. Et on a 9 millions de pièces et c'était un énorme immeuble. Et enfin, il y a une Bibliothèque nationale qui était prévue par Niemeyer à Brasilia, qu'on construit à peine là maintenant 40 ans plus tard, mais elle ne pourrait abriter qu'un dixième de ce que nous avons. Donc la bibliothèque est restée à Rio et c'est l'institution culturelle la plus ancienne du Brésil avec le jardin botanique. Elle a été fondée en 1810. Oui. Pour nous, c'est très ancien. Oui, alors, la chose est surprenante, c'est de voir un homme, un collectionneur privé, qui a accumulé les manuscrits, les autographes, les livres rares, parce que vous avez même ouvert une librairie, librairie ancienne. Donc vous avez vendu, acheté beaucoup de livres. Bien sûr. Et tout d'un coup, vous voilà le patron de la grande bibliothèque nationale. C'était un petit peu ma familiarité avec toutes ces collections spéciales de la bibliothèque et le fait d'avoir écrit plusieurs livres là-dessus qui a fini par donner des idées à la personne qui a eu l'idée un peu saugrenue de m'inviter. C'est Gilberto Gil qui vous a confié la direction de la présidence de la Bibliothèque nationale? C'est mon patron, effectivement, et j'en suis très fier parce que vous le connaissiez bien? Non, je ne le connaissais pas du tout. Il me connaissait un petit peu de réputation, moi, évidemment. Je le connaissais très bien, comme tous les Brésiliens. Et c'est un patron absolument excellent, vraiment un leader. Et je me suis très bien entendu avec lui, il me fait confiance, il me donne les meilleures conditions possibles dans les limitations très sévères de budget que nous avons. Et on ne peut pas faire de miracle, mais j'espère pouvoir regarder en arrière après 4 ans et me dire que quelque chose s'est fait. Je suppose que les autographes de Mata Hari, des Rolling Stones, bon, c'est bien, d'accord. Mais vraiment, quels sont les écrivains ou les musiciens que vous aimez particulièrement et dont vous êtes très fier de posséder des autographes? Je crois que Proust serait une réponse un petit peu évidente. Proust et Baudelaire. Je crois que ce sont mes deux dieux littéraires, en quelque sorte. Proust, vous l'avez lu très jeune? Je l'ai lu scolairement. Ça m'a pas beaucoup plu et je l'ai redécouvert vers 18-19 ans. À ce moment-là, c'était l'éblouissement. Oui, mais pour un Brésilien, il raconte un monde complètement... C'était un monde qui m'était un petit peu familier dans la mesure, pas le monde de Proust lui-même, mais je veux dire, mais j'avais les références de l'époque parce que à cause de mes études françaises en quelque sorte, donc j'avais les mêmes conditions qu'un autre jeune Français de 18 ans pour découvrir Proust et pour pouvoir le comprendre un petit peu. J'ai des lettres de tous les gens qui ont inspiré ces personnages, beaucoup de lettres de Proust aussi, ou alors des gens autour de lui, ou enfin. Mais ça, c'est une passion vraiment un petit peu dévorante. Pardon, Pedro, puisqu'il y a votre épouse ici, Bia, qui est là, je voudrais
est-ce que je peux vous demander une confidence comme ça sur les rapports quotidiens de votre mari avec la langue française et avec la culture française? Non, c'est incroyable parce que Pedro, il mange tous les jours un camembert. Et il préfère que c'est le camembert français. Il écoute seulement des chansons françaises tous les jours. Il y a beaucoup de CD. Il adore les films français. Quand il est en France, il achète beaucoup de films français. Il lit seulement des livres français. Pas seulement. Il pense en français. Non, c'est incroyable, toutes ces références. Il rêve en français? Non, je crois pas. Enfin, il vous a fait une déclaration d'amour en français ou en brésilien? En français, c'est meilleur. C'est plus vérité. La vérité, c'est en français, je pense, oui, oui. Non, je pense que Pedro, tout ce qu'il a, c'est français, seulement la femme que c'est brésilien, brésilienne, mais c'est incroyable. Il est un passionné de la France et de la culture française. Il est tellement heureux qu'il est en France. Il adore le Brésil, mais la France, c'est une chose qui a pénétré dans sa peau d'une façon incroyable. Mais considérez-vous que la France est votre rivale? Oui, mais je suis une femme intelligente et j'ai adhéré à France aussi. Et maintenant, nous sommes ensemble, ménage à trois. Moi, Pedro et la France, tout le monde dans la même passion. Nous sommes à Campinas. C'est dans cette ville située à 80 km au nord-ouest de São Paulo que se trouve l'Institut national de la recherche agronomique du Brésil, que dirige Evaristo Eduardo de Miranda. C'est l'homme qui surveille tout le territoire, notamment l'Amazonie, par satellite. Alors, donc ici, vous surveillez par satellite tout le territoire brésilien. Exactement. Et ça vous sert à quoi? Bien, un pays avec la dimension du Brésil, imaginez si on devrait savoir si vraiment il y a une sécheresse au nord-est, ou quelle est la dimension d'une inondation, ou si une aire des Indiens a été envahie par des fermiers, ou s'il y a du déboisement en Amazonie. On a plein de processus qui changent le territoire brésilien, souvent dans un climat de conflit. Et la seule façon de pouvoir contrôler un pays immense comme ça, c'est en utilisant l'imagerie satellitaire. On a fait une carte de l'usage des terres. Et par exemple, tout ce qui est disons en rose, là, ici, ce sont les zones de culture annuelles. Tous les citronniers, les orangers sont ici. Le Brésil est un grand producteur d'oranges. Il y a des pays qui ont des aqueducs, des oléoducs. Nous avons un citroduct. C'est le seul pays au monde. Il y a des tuyaux qui amènent vers le port de Santos. Et ce n'est pas du jus, c'est du concentré. Alors vous imaginez, qu'est-ce qu'il faut écraser d'orange derrière pour avoir un citroduc, comme on dit, qui amène du concentré vers le port. O verbo gastou saliva de tanto falar para o nada. A verba era fria e calada, mas ele sabia, lhe dava valor. O verbo tentou se matar em si. Où diable nous avez-vous emmené? Nous sommes ici dans un morceau de forêt préservé qui est en pleine ville de Campinas, mais qui fait quand même presque 300 hectares. Et qui ressemble à la forêt amazonienne? Non, c'est différent de la forêt amazonienne. Ici, le climat est moins humide. Nous avons un hiver froid, où il y a même des gelées. Donc c'est une forêt différente de la forêt amazonienne. Alors, vous êtes donc devenu le spécialiste de la faune et de la flore tropicale, ici au Brésil. Est-ce qu'on peut dire que vous connaissez la forêt amazonienne, pas comme votre poche, il ne faudrait pas exagérer, mais enfin que vous la connaissez très très bien? Bon, j'ai beaucoup voyagé en Amazonie, j'ai fait plein d'expéditions. Ça fait 25 ans que je tourne en Amazonie. Ah oui. Je ne suis pas allé partout, mais disons que dans les principales régions d'Amazonie, y compris les montagnes, les points les plus élevés, les points culminants du Brésil sont en Amazonie. On arrive à 3000 mètres en Amazonie. Et j'ai eu l'occasion d'être dans toutes ces régions. J'ai déjà beaucoup publié sur l'Amazonie. Et je la visite tous les jours par satellite. Hein. On la surveille. Mais est-ce qu'il y a encore en Amazonie des plantes, des bestioles qu'on n'a jamais encore repérées, qu'on n'a jamais analysées? Ah, énormément. Énormément. Surtout au niveau des invertébrés. Hein. Des insectes, énormément de choses à découvrir, à décrire.
Et même au niveau des oiseaux, des animaux, des plantes, non, il y a encore beaucoup de choses à découvrir, beaucoup de choses à découvrir. Alors, entre l'Amazonie d'aujourd'hui et l'Amazonie il y a 5 siècles, quand les premiers colons sont arrivés, est-ce qu'elles se ressemblent ou est-ce qu'elles sont vraiment très différentes? L'Amazonie a beaucoup changé depuis un siècle. On peut dire que jusqu'au début du XXe siècle, l'Amazonie était encore très proche de ce qu'elle était à l'arrivée des Portugais. Mais on ne peut pas dire que c'est une forêt préservée, intacte. L'homme est arrivé en Amazonie il y a 10 000 ans. Il chassait, il a utilisé le feu. On sait aujourd'hui que toutes les poches de savane que nous avons en Amazonie ont été produites par l'homme, par les Indiens, avec l'usage de feu. Donc l'homme, il a touché beaucoup à cette forêt. Et dernièrement, disons dans ce dernier siècle, et surtout dans les 50 dernières années, on a beaucoup déboisé. Donc aujourd'hui, presque 20% de la forêt amazonienne est déboisée, et ça change beaucoup. Et il y a un risque de déboisement qui va s'accélérer au fil des décennies? Oui, je pense. Le Brésil continue à déboiser près de 20 000 à 23 000 km² par an en Amazonie. Donc une surface énorme, hein, presque une Belgique de déboisement tous les ans. Ça continue parce que nous avons plus de 20 millions d'habitants en Amazonie. Beaucoup de villes, beaucoup d'activités économiques. Donc, 20 millions 20 millions d'habitants dans la forêt qui vivent dans la région amazonienne. Beaucoup dans les villes, mais absolument dans la région amazonienne, un peu partout en Amazonie. Mais il semble qu'il y ait aussi des villages, enfin des gros villages à l'intérieur même de la forêt. Oui, tout à fait. Que vous repérez par satellite? Oui, on le repère très bien. Et en plus, ils ont de l'électricité. Alors, ils font tourner des générateurs et ils ont de l'électricité. Et une des images impressionnantes qu'on a, c'est un satellite qui montre les lumières pendant la nuit. Il passe vers minuit. Et c'est impressionnant de voir tous ces points allumés au milieu de la forêt amazonienne. L'homme est partout. Une fois, j'étais chez un Indien, dans un coin très isolé, proche de la forêt de Venezuela. Et avec le traducteur, l'interprète, je lui ai demandé quel était le problème qui l'inquiétait le plus, le principal problème de sa vie là-bas. Et il me dit, trop de monde. Je dis, mais comment trop de monde? On est ici complètement isolé, il y a trop de monde. Et puis il a commencé à dire non, parce qu'il y a les chercheurs d'or, il y a les journalistes, il y a les scientifiques, il y a les petits fermiers, il y a le gouvernement, il y a la police fédérale. Bon, à la fin, il avait tout à fait raison. Et quand il était en temps de conclure, il y a un avion qui est passé sur nous comme ça. J'ai dit, bon, mais vraiment, nous sommes cernés ici. Et vraiment, l'Amazonie, aujourd'hui, les gens sont partout. Hein, partout. Donc elle est menacée? Elle est menacée, oui. Mais nous avons près du tiers déjà de l'Amazonie qui est protégé dans des parcs nationaux, dans des parcs des États. Donc on sait que même si le déboisement continue, il y a toutes les réserves indiennes, déjà il y a des grandes surfaces qui sont protégées. Et après il y en a d'autres qui seront toujours naturellement protégées, parce que ce sont des immenses zones inondées, des coins où l'homme vraiment ne peut pas vivre. Hein. On ne peut pas imaginer des activités économiques dans ces régions-là. Ah oui, donc elle se protégera naturellement. Ah oui, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Mais revenons à l'Amazonie il y a 5 siècles. Donc si je vous ai bien compris, le mythe du bon Indien qui respectait vraiment cette forêt, ce mythe n'existe pas. Non, il n'existe pas, il tombe de plus en plus par terre, surtout en ce qui concerne la forêt atlantique brésilienne. Ces Indiens, ils avaient beaucoup touché à cette forêt. Ils faisaient de l'agriculture, ils utilisaient les feux. La productivité était très petite, donc 1-2 ans, ils abandonnaient et ils déboisaient une nouvelle ère, ils brûlaient, et ils avaient beaucoup changé cette forêt. Et même le bois du Brésil, ce bois qui était si important pour la Renaissance, qui amenait les couleurs au pape, aux courses, au rouge, flamboyant, ce bois du Brésil, c'est un arbre de forêt secondaire. Et il n'y en a pas dans les forêts primaires. Et on sait même par des études des pollens que c'est au XVIIe et XVIIIe siècle que cette forêt a respiré. Elle a récupéré beaucoup, parce que les Indiens n'étaient plus, parce qu'ils étaient morts, tout ça, et les Blancs n'étaient pas encore. Et donc au XVIIe, XVIIIe, cette forêt, elle a respiré, s'est beaucoup récupérée pendant ce siècle-là. Mais les moustiques attaquent, hein, même là. Hein. Ils attaquent. C'est une armée qui est là en permanence à défendre ce territoire-là. Hein. Mais ils sont puissants parfois face aux bulldozers. Oui, là, ils n'ont pas l'air d'être très contents là. Hein. C'est du repas qui arrive. Alors, les jésuites portugais, les hommes de science portugais, quand ils arrivent ici, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont ébahis, évidemment. Et c'est extraordinaire, ils se sont beaucoup plus intéressés par la biodiversité au XVIe siècle que nous aujourd'hui. Nous avons du mal à croire à ça. Nous imaginons que nous sommes toujours les meilleurs et que nous, on s'intéresse à la vie, à la biodiversité de la planète. Mais ce n'est pas vrai du tout. Au XVIe siècle, ils sont intéressés
Et ils ont produit une énorme littérature, des milliers de pages, donc on a les documents. Hein. Et au premier moment, les jésuites, surtout les jésuites, ils ont décrit la faune, la flore, la végétation. Mais pas que les jésuites, il y a eu beaucoup de laïcs qui sont venus au Brésil, mais des hommes très cultes qui sont venus au Brésil au XVIe. En 1587, on a déjà publié un livre énorme qui s'appelle Le Traité descriptif du Brésil, de Gabriel de Souza, où il a décrit toute la végétation, les rivières, les plantes, les herbes, les pierres, les Indiens, du point de vue anthropologique, c'est-à-dire une étude incroyable, publiée déjà en 1587. C'est un des livres qu'on vend beaucoup encore jusqu'à nos jours, parce que c'est un livre extraordinaire. Alors les jésuites, non seulement ils ont décrit tous ces animaux, mais ils ont commencé à réfléchir comment ces animaux sont arrivés ici. Et ils se sont demandé comment ils ont fait pour aller jusqu'à l'arche de Noé. Sérieusement. Et puis ils se sont dit que c'était impossible, que le paresseux aurait pris 227 années pour aller jusqu'à là-bas et revenir. Ils disent par exemple les moutons du Pérou c'est les lamas. Ouais. On les soigne bien à São Paulo, dans le sud du Brésil, dans les missions, mais ils meurent parce qu'ils ne peuvent vivre bien qu'au-dessus de 3000 mètres. Et comment il a fait pour aller toujours au-dessus de 3000 mètres jusqu'au mont Ararat, revenir? Et pourquoi ils n'ont pas laissé de descendance en Afrique? Et alors ils vont arriver à la conclusion que ces animaux ont surgi ici après le déluge. Et pour la première fois, ils vont séparer le concept d'origine et de création. Ils disent l'origine c'est Dieu, mais la création c'est la nature. C'est la nature qui crée. Et c'est elle qui a créé tous ces êtres. Elle continue à créer. Des nouvelles espèces surgissent tous les jours. Et ils vont faire beaucoup de théories sur ça. Mais ce n'est pas une affaire d'académie. Ils parlent dans les paroisses, ils parlent aux gens. Tout le monde... c'est un débat de société à l'époque, expliquer cette biodiversité qui disait... C'est ici que c'est. Alors, est-ce que l'imaginaire brésilien a peuplé l'Amazonie et la forêt amazonienne d'êtres mythologiques, fantastiques? Alors oui, tout à fait, parce que d'abord, il y avait tout ce fond indien, déjà. Toutes les mythologies indiennes sur la forêt qui sont extraordinaires, d'une beauté, enfin, toutes les cosmogonies indiennes, tout ça. Puis, il y a un apport africain aussi, qui est venu aussi avec des expressions, parce qu'ils ont recréé leur univers écologique ici. Donc ils sont réappropriés de cette nature. Et donc si nous avons au Nigeria le fleuve Yemanja, le fleuve Shango, ils sont ici aussi, on va les retrouver dans la nature, etc. Mais c'est vrai que l'imaginaire qui a vraiment dominé, c'est l'imaginaire latin, méditerranéen, hein, qui va venir avec tous ces gens qui viennent peupler le Brésil. Donc on va étendre ça vers ici. Alors on va se dire que peut-être les Indiens sont les tribus perdues d'Israël. Hein. On va dire que l'apôtre Thomas était par là. Elle a laissé des traces, on va trouver son nom à plein d'endroits. Hein. C'est extraordinaire comment tout ça va habiter ici. Hein. Et les rois mages aussi.